Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Sarah Durieux et on va parler d'activisme. Car oui, Sarah est une activiste. Elle est l'autrice de Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. Elle a dirigé pendant plusieurs années la plateforme change.org, la plus grande plateforme mondiale de pétitions en ligne. Elle a été sélectionnée par la Fondation Obama parmi 35 leaders européens à suivre et elle a également travaillé pour différentes ONG. Bonjour Sarah, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Bonjour Anna, moi aussi je suis ravie d'être là. J'en parlais un peu en introduction où j'expliquais ton parcours et aussi ce que dit un peu ton profil LinkedIn. Donc on va commencer assez rapidement dans le vif du sujet. J'aimerais savoir quelles sont les convictions qui te touchent toi en tant qu'activiste. Alors il y a des sujets différents, je veux dire il y a des causes différentes, mais je pense que ce qui fait le lien entre toutes ces causes, c'est le sentiment et l'engagement profond pour en fait une société dans laquelle les personnes qui sont concernées par des problématiques peuvent agir sur ces problématiques, sont au premier plan de l'action et de l'activisme pour faire changer les choses. Et ça, c'est ce qui a guidé mon action depuis ces 10 dernières années, ce qui continue à me guider. Je pense qu'en fait, il faut changer le monde, mais la manière dont on change le monde, c'est important aussi. Et on ne peut pas changer le monde sans les gens qui sont concernés par les changements qu'on veut opérer. Donc ça, on va dire que c'est mon engagement principal. Et Ouais. puis, bien sûr, il y a des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels je suis particulièrement engagée. Je dirais les luttes contre toutes les discriminations et toutes les violences. Et ça, c'est quelque chose qui est lié notamment à mon histoire, mais qui est lié aussi aux histoires des gens que j'ai rencontrés sur mon parcours. Et Ouais. puis, il y a une vraie question pour moi aussi qui est comment est-ce qu'on arrive à la justice. Ça, c'est aussi un mot qui est un mot-clé pour moi. La justice sociale, la justice environnementale, le fait qu'on puisse avoir des gens qui vivent dans un monde juste, dans un monde sain, dans lequel ils peuvent vivre, aimer, Ouais. apprendre de manière à la fois saine, mais aussi collective. Donc voilà, mes engagements, ils sont multiples, mais en tout cas, ce qui les relie tous, c'est les personnes concernées doivent pouvoir faire changer les choses pour que le monde tourne mieux. À partir de quel moment, toi, tu t'es dit, je suis une activiste? Déjà, est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que c'est être une activiste? Et à partir de quel moment, toi, tu l'as assumé et tu t'es sentie un peu investie de cette mission, en fait? Je me suis pas dit: «Je suis activiste» depuis très longtemps. Je pense que quand j'ai écrit mon livre, j'ai voulu trouver une manière de décrire ce que je faisais et je pense que c'est là, en regardant, en recherchant, que je me suis dit que c'était finalement un mot qui correspondait bien à ce que j'avais envie, de continuer à faire et ce que j'avais fait depuis longtemps. Parce qu'en fait, c'était l'idée, que les personnes concernées, encore une fois, je reprends la même la même expression, Ouais. mais elle vient de là. L'activisme, ça vient de activism en anglais et donc cette définition de départ, c'est à la fois des gens concernés qui agissent directement sans passer par des intermédiaires, ce qui le différencie un peu du militantisme, on va dire, dans des partis, dans des associations, etc. Et puis, c'est l'idée d'action. Donc, c'est l'idée qu'on n'est pas uniquement dans la production d'idées, on est dans créer des actions, mettre en place des stratégies qui vont permettre de faire avancer nos sujets. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de m'identifier comme activiste, parce que je me suis dit que ça correspondait beaucoup à ce que j'aidais les gens à faire. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps à me dire ça, puisque comme j'ai toujours été dans l'ombre des personnes qui faisaient campagne sur leur sujet, je me disais, est-ce que je peux vraiment me revendiquer activiste moi? En fait, j'aide des gens à être activistes. Et puis je me suis dit, finalement, c'est une forme d'activisme de faire ce que je suis en train de faire, c'est de former des milliers d'autres activistes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise ce mot pour me décrire. Ouais. Et je pense que c'est aussi un mot qui a très longtemps été associé à une forme de violence ou à une forme d'action politique qui était forcément néfaste ou négative. Et je trouve que se réapproprier les mots, c'est important. Et je pense que là, sur ces dernières années, il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont revendiqué le fait d'être activiste pour lui redonner justement ses lettres de noblesse en disant tout ce qu'on fait, en fait, on le fait parce qu'on veut changer le monde et on n'est pas dans une approche qui est une approche néfaste ou négative.
Donc voilà, en gros, un peu le cheminement. Mais ce qui reste surtout important pour moi, c'est le fait de former des activistes. Et donc, je me revendique comme une activiste qui forme des activistes. Le poste, en fait, aussi qui est assez emblématique, c'est celui que tu as occupé chez change.org, qui est donc une plateforme de pétition en ligne. Et Mhm. explique-nous comment tu es arrivé dans cette. Alors, c'est pas une entreprise, d'ailleurs, je sais pas, tu vas nous expliquer de qui ça Mhm. dépend, en fait. Comment tu es Mhm. arrivé là-bas, combien de temps tu es resté là-bas, et comment, en fait, l'expression prendre la lumière, et c'est pas ça, mais ça a vraiment été un poste dans ton CV qui est hyper emblématique, en fait. Mhm. Mhm. Bah, je pense que la raison pour laquelle c'est emblématique, c'est que je pense vraiment que j'ai défini mes engagements en travaillant chez Change.org. Et donc, c'est pour ça que je pense que je m'y suis impliquée autant. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi aussi cette étape de ma vie. En fait, moi, j'ai voulu, quand j'étais plus petite, enfin plus jeune, Ouais. j'ai voulu travailler dans une organisation, en tout cas travailler dans une organisation qui a de l'impact pour changer le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'assez loin, mais je ne savais pas vraiment pourquoi avant. Maintenant, c'est un peu plus clair. Ouais. Et on y reviendra peut-être après, mais en tout cas, c'était quand même mon idée de départ. Moi, j'avais étudié la communication parce que, franchement, comme beaucoup de jeunes à 18 ans, quand on nous demande ce qu'on veut faire dans la vie, on ne sait pas, ce qui est bien normal et naturel. Et donc, je m'étais un peu engagée dans la communication parce que c'est ce que ma sœur faisait, ça me semblait être quelque chose que je pouvais faire. Et donc, pas vraiment une vocation. Mais j'ai eu des gens sur mon parcours qui m'ont parlé de comment on pouvait utiliser finalement la communication, comment fédérer les gens. C'était aussi un facteur de changement social et comment en fait on pouvait utiliser la communication dans des objectifs politiques. Et donc, c'est là que j'ai décidé de faire de la communication politique et que j'ai commencé à travailler d'abord dans des ONG, Ouais. dans des associations et des ONG. Et en fait, ça a été pour moi, c'était un peu la manière dont j'imaginais mon avenir, c'était de travailler dans ce genre d'association qui était d'ailleurs plus où je faisais vraiment de la communication, je dirais très descendante, c'est-à-dire que en fait, on imaginait des programmes et ensuite on communiquait sur ces programmes. On faisait aussi beaucoup de plaidoyer, ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier sur comment est-ce qu'on fait changer les choses et comment est-ce qu'on fait changer les lois. Mais en tout cas, il n'y avait pas du tout cette notion d'empouvoirment, d'empowerment que j'ai développé beaucoup chez Change.org et qui m'a aussi permis de comprendre que ce travail qui consistait en fait à accompagner des gens à accomplir en fait leur destin d'activiste, c'était aussi quelque chose qui était hyper en lien avec ma personnalité et la manière dont j'avais envie d'être dans le monde. Et j'ai toujours été une personne qui aime bien aider les autres. Et donc, il y avait vraiment cette notion-là quand je suis arrivée chez Change qui s'est beaucoup développée. Ouais. Mais en tout cas, après ces expériences en ONG, je suis partie à l'étranger et je pensais que ça allait être plutôt positif sur mon CV et ça ne l'était pas. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient ce que j'étais partie faire. Mais en tout cas, quand je suis revenue, j'ai trouvé du boulot parce qu'il fallait trouver du boulot. Et donc, j'ai bossé dans une agence de communication digitale. Ça a dû te changer de l'univers des ONG et enfin, je sais pas quel type d'agence c'était, mais c'est quand même super différent. C'était pas du tout le même style Ouais. que les ONG ni que Change. D'ailleurs, j'avais un surnom, on m'appelait l'écolo de service, par exemple. Donc voilà, c'était vraiment c'était un peu ma marque de fabrique et je poussais beaucoup en interne pour travailler sur les sujets. À l'époque, on disait développement durable et ça avait l'air encore cool. Mais voilà, pour pousser sur les sujets solidaires et d'écologie, etc. et d'aller chercher des clients dans ces domaines-là. Mais bon, j'étais un petit peu minoritaire. Et en tout cas, ce que ça m'a apporté, cette expérience, c'était quand même de me dire, il y a un truc qui est efficace pour mobiliser les gens et qui peut être un outil puissant en fait pour faire changer le monde, c'est le digital et c'est le numérique et c'est les réseaux sociaux. Et donc, cette expérience, elle m'a quand même apporté ça. C'est que moi, j'ai quand même 37 ans, donc quand j'ai étudié mes premières expériences pro, le digital, c'est pas du tout ce que c'était maintenant. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment permis de développer ce savoir-faire, mais je savais bien que ce n'était pas ma vocation. Et en fait, en 2012, on m'a contacté donc, via des amis eux-mêmes activistes qui m'ont dit, regarde, il y a Change.org qui va se lancer en France, ça serait bien que tu ailles, ça correspond un peu à ton profil. C'est à la fois du digital, mais c'est aussi des sujets d'intérêt général, etc. Donc, pourquoi pas tenter. Et je suis arrivée comme ça, honnêtement, sans trop savoir ce qu'allait être mon job. Ouais. J'aimais bien la mission de l'organisation. Je trouvais ça intéressant de se dire, on va fournir des outils de l'accompagnement aux gens pour qu'ils puissent mener campagne sur leur sujet. Et je pense que ça a fait vibrer du coup ma corde j'aime bien être plutôt au service d'eux. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais cette expérience, elle a été en effet assez marquante parce qu'à la fois sur
la manière de mobiliser les gens, j'ai appris énormément de choses. Et après, sur le fond politique, ça a été aussi ces 10 dernières années. Et j'ai fait mon éducation politique, en fait, chez Change.org beaucoup, puisque j'étais au contact de plein de gens qui agissaient sur plein de sujets différents, à des échelles complètement différentes, entre des gens qui faisaient des campagnes très locales, des gens qui faisaient des campagnes nationales ou internationales. Donc, on va dire que tout ça, ça m'a permis, après 10 ans, de sortir avec, je pense, des engagements peut-être plus ancrés dans Ouais. la compréhension du monde. Et puis, pas juste dire, bah, je veux faire le bien dans le monde, mais en gros, c'est quoi le bien dans le monde? Ça consiste en quoi? Ça s'appuie sur quelles valeurs? Ça s'appuie sur quel type de politique publique? Quel genre de vision de société? Et donc, si je repars avec cette richesse-là de Change.org, puisque je suis partie il y a quelques mois maintenant. Et ça m'a permis d'affirmer aussi quel rôle je voulais jouer au-delà d'aider des gens à devenir activistes. Et est-ce qu'il y a une pétition ou une campagne qui t'a particulièrement marquée pendant ta présidence, de change.org? Alors, c'était juste une direction, mais Ah c'était pas une d'accord. présidence. Mais ouais. En relisant, je me dis: «Tiens, mais présidence» et après je me suis dit: «Bah, allez, pourquoi pas?» Mais oui, pendant ta direction de change.org. Écoute, il y en a eu tellement et à chaque fois que j'en parle, c'est un peu ridicule, mais j'ai toujours un peu les larmes aux yeux parce que je suis très émotive comme personne. Ouais. Non, c'est pas ridicule. Mais en fait, il y a plein d'exemples, mais je pense que les moments les plus forts, j'ai vraiment accompagné des gens. C'était d'ailleurs ce qui faisait partie du travail qui était à la fois très enrichissant et très difficile, psychologiquement, c'est qu'on accompagne souvent des gens qui sont dans des situations de détresse ou en fait, qui se tournent vers la pétition comme un peu leur dernier recours. Donc notamment, j'avais accompagné une famille, la famille de Maëva, qui était une petite fille qui était morte dans un accident de manège. Et on avait vraiment travaillé avec sa famille, notamment avec son oncle et sa tante, pour avoir une campagne, justement pour, mieux réglementer l'installation des manèges itinérants pour éviter ce genre d'accident. Et c'est vrai que ce soit, cette campagne-là ou d'autres campagnes, sur lesquelles j'ai travaillé où j'étais vraiment en contact avec des gens qui souffraient et en même temps qui voyaient l'action collective comme une forme de, enfin, je sais pas comment dire, c'était une manière de faire leur deuil et en même temps de s'assurer que ça arrive pas à d'autres personnes. Ouais. C'est des moments toujours hyper forts. Ça a été vraiment clé dans tout mon parcours, et je pourrais te donner 100 000 exemples de gens Ouais. comme ça. Mais puis après, je pense qu'il y a aussi les moments forts, c'est les moments où on se dit, tu vois, Change.org, c'est pas mon. Alors, tu me demandais si c'est une entreprise. Oui, c'est une entreprise qu'on dit entreprise sociale. Et donc, c'est une entreprise qui a pas un objectif de rentabilité, mais un objectif d'impact. Mais tu vois, c'est pas mon entreprise, c'était pas mon entreprise. Mais malgré tout, je me sentais hyper investie de la mission et de faire en sorte que la mission, elle soit accomplie en France, entre guillemets, qui était bah, de redonner du pouvoir aux gens, de faire en sorte que des citoyennes et des citoyens, quand ils s'organisent, ils puissent vraiment avoir un impact et changer les choses. Et il y a eu des moments comme, je me rappelle, c'était en fin 2018 où j'étais devant BFM TV et quand Emmanuel Macron a répondu à la pétition des Gilets jaunes qui avait été lancée par Priscilla Lidowski et qui va sur la plateforme Change, qui est une plateforme qu'on a vraiment lancée de nulle part en 2012, qui était connue de personne, et qu'il y va et il répond à la pétition directement sur la plateforme et qu'en plus il dit aux gens: «Vous avez raison, je me suis planté». Bah, là, tu te dis, en fait, même si après on a été très déçus sur ce et que Ouais. c'était juste une punchline de plus, mais en tout cas, il y a quand même des moments comme ça où tu te dis: «Bon, on a quand même accompli quelque chose de fort qui est on a construit les conditions pour que des milliers de gens, des millions de gens dans ce cas-là, puissent vraiment se faire entendre par, les plus hautes sphères de pouvoir». Et donc ça aussi, c'est des moments forts où on se dit qu'on a accompli notre mission. Et moi, ça reste, à la fois des moments hyper, positifs et en même temps des moments de stress absolu. Et je pense que c'est aussi ce que je garde de cette expérience, chez Change, c'est que de jamais vraiment, décrocher quoi. Puisque, sur toutes les causes, sur tous les sujets, disponibles pour, des milliers de gens, puisque forcément quand on accompagne, une vingtaine de personnes par semaine sur leur campagne, bah, elles peuvent aussi tout appeler en même temps et voilà. Et il faut pouvoir gérer des gens qui sont aussi des gens qui font pas ça professionnellement, donc qui appellent, un peu en dehors des heures Ouais. classiques et cetera. Donc en effet, c'était une expérience hyper prenante et en même temps, moi je pense que ce que je la conclusion que j'en ai faite quand je suis partie, c'est que je pense que c'est la plus belle expérience, professionnelle que je pouvais avoir pour me «lancer» entre guillemets dans l'activisme. C'est que en fait, c'est une expérience qui exige une empathie et une humilité absolue, puisqu'on est vraiment, là pour aider, même pas pour aider des gens en fait, pour accompagner les gens, dans la réalisation de leur potentiel politique. Et ça nécessite d'être hyper humble sur ce qu'eux savent en fait, leur expérience du vécu,
et sur ce que nous, on peut apporter et d'être toujours dans une posture de facilitation et pas d'imposer aux gens des choses, de les aider à cheminer. Donc, je pense que ça m'a beaucoup appris et je pense que ça va rester ancré en moi et c'est la manière dont j'ai envie de continuer à travailler. C'est de ne pas dire aux gens quoi faire, juste de les accompagner dans leurs réflexions sur comment ils peuvent agir. Et c'est la question que je voulais te poser, mais tu as à moitié répondu. Je voulais te demander comment on fait pour couper, en fait, le soir quand on a fini, mais en fait, tu m'as répondu en disant que c'était impossible de couper. Donc, en fait, Mmh. la seule manière de couper, c'est de partir, en fait, non? Pourquoi tu es Mmh. partie, en fait? Alors, je suis pas partie à cause de ça, hein, parce que j'avais Oui, besoin de couper et tout, même si, consciente que c'est aussi le mode de fonctionnement de après, moi je dis ça pour Change.org, mais c'est vrai dans plein d'autres organisations où, on en parlait avec d'autres activistes, il y a quand même une culture de, bah, déjà beaucoup de gens font ça en dehors de leur travail, donc il y a une vraie ouais. question de comment est-ce qu'on a du temps pour militer en fait, quand on doit déjà se nourrir et s'occuper de nos familles. Mais je pense que comment on fait pour couper? Moi, dans les derniers mois où j'ai décidé de pas couper. Je pense qu'il y a un moment où il faut embrasser en fait, le fait que, bah, voilà, c'est une période, mais il faut aussi s'accorder des moments où on décroche complètement et donc pour ça, on était dans l'équipe et on arrivait à se relayer et je pense que ça aussi, ça guide mon apprentissage de comment on doit s'organiser pour, militer. C'est qu'en fait, on doit être plus nombreux pour se partager, se Oui. partager le boulot donc moi, une des solutions qui est pas absolument la meilleure, c'est d'abord de se dire qu'il faut qu'on soit plus nombreux pour pouvoir se répartir, le taf et l'autre solution et ça, j'y travaille encore et franchement, je pense que c'est un des apprentissages, que je dois renforcer, c'est apprendre aussi à ne pas être en empathie absolue avec tout ce qui se passe dans le monde. Enfin, j'ai énormément de mal à pas me sentir concernée, par l'ensemble des actualités que je vois passer et Ouais. d'ailleurs, ça a été théorisé par des gens que, voilà, quand on est activiste, on a en général un niveau d'empathie qui est plus élevé, donc on a plus de mal en fait à prendre du recul et à se concentrer sur nous-mêmes. Alors oui, ça peut être valorisant, de dire oui, moi je suis très empathique, je m'occupe des autres et tout, mais c'est aussi terrorisant où ça nous permet pas de recharger nos batteries et ça nous permet plus d'être là, pour nos proches, ça nous permet plus d'être là pour nos amis, notre famille, et puis tout simplement pour les gens qu'on a envie d'accompagner. Je pense que tout ça, c'est en train de faire son chemin dans les organisations militantes en général et on est enfin d'accepter que, il faut arrêter de survaloriser, le militantisme un peu sacrificiel où en fait, on se brûle complètement et que justement, il faut se dire que, bah, quand il y a des gens qui militent et qu'ils ont besoin de faire un break, qu'ils ont besoin de prendre du recul, en fait, on les félicite, on les accompagne et on les encourage parce qu'on a tous et toutes besoin de faire ça pour pouvoir, continuer. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton féminisme. Moi, je te Mmh. suis aussi sur les réseaux, donc Genre de fille, c'est évidemment un podcast féministe. Mmh. Et tu es restée presque 10 ans, chez change.org. Comment tu as vécu un peu l'évolution MeToo, les violences, que les femmes subissent dans la sphère Mmh. domestique? Est-ce que toi, tu as Mmh. vu une évolution, de Mmh. la société par rapport à ça? Est-ce que toi, tes convictions, elles se sont encore renforcées aussi par rapport à ce que tu Mmh. as vécu ces 10 dernières années? Mmh. Ouais, ouais, ah bah, en fait, c'était hyper intéressant parce que comme je te disais tout à l'heure, comme j'ai vécu un peu j'ai fait mon éducation politique en même temps que je travaillais chez Change.org, Ouais, donc j'ai évolué en même temps que les sujets aussi, les sujets qui émergeaient dans l'espace public ont émergé et c'est vrai que quand on a lancé en 2012, je pense qu'une des premières campagnes, sur lesquelles j'ai travaillé, c'était sur, un jugement sur un viol collectif, et donc on avait travaillé avec plusieurs féministes là-dessus. Et après, c'est vrai qu'il y a eu une accélération et en fait, c'était assez marrant parce qu'avant MeToo, il y a eu l'affaire, Jacqueline Sauvage qui ouais. est, je sais pas si, peut-être Si, pour si, les mais tu as personnes qui raison, écoutent, tu peux rappeler les je faits? peux rappeler, Ouais. ce que c'est. Donc en gros, Jacqueline Sauvage, c'est une femme, qui avait 47 ans à l'époque, et qui avait été, non pardon, qui avait 60 ans et qui pendant quasiment 40 ans avait été, vraiment battue par son mari, Ouais, violée, c'est ouais. violée, enfin ses filles aussi, enfin vraiment il y avait des histoires de violence intrafamiliale assez atroces. Et en fait, elle a tué son mari et elle a été condamnée à 10 ans de prison pour ce meurtre. Et donc il y a eu une mobilisation qui s'est lancée pour obtenir sa grâce, notamment en invoquant le fait qu'à partir de quand on peut parler d'une forme de légitime défense quand finalement c'est après des années de maltraitance qu'on décide de sauver sa peau. Donc cette campagne, pour moi, elle était hyper intéressante, d'abord parce que je pense que c'était une campagne qui a vraiment,
enfin, c'est pas les mêmes sujets exactement, MeToo et la campagne Jacqueline Sauvage, mais je pense que c'était la première fois qu'on commençait à parler de violences sexistes et sexuelles avec ces termes-là, et de les insérer en fait dans un continuum de violence en disant bah en fait c'est à la maison mais c'est aussi ailleurs. Et moi cette campagne elle m'a fait aussi remonter des situations que j'ai vécues, que j'ai vues, où j'ai compris qu'en fait j'existais j'existais aussi dans le monde que j'essayais de faire évoluer. Oui. Et notamment, je pense que moi, jusqu'en 2016 à peu près, j'étais aussi dans une relation problématique. Et je pense que le fait de voir l'ensemble de ces campagnes prendre de l'ampleur, marcher dans les rues avec des gens, crier des slogans, il y a un moment donné où tu te dis et moi en fait. Et je pense que je ne suis pas la seule, j'en ai parlé avec d'autres féministes. Il y a beaucoup de féministes en fait qui sont tellement engagées sur ce qui se passe en dehors de chez elles qu'elles ont parfois du mal à réaliser ce qui se passe chez elles, ou alors ça peut prendre du temps d'en sortir. Moi, j'ai fait partie de ces personnes-là. Et donc, l'évolution de la société sur le fait qu'on ne considère plus que les violences intrafamiliales ou en général les violences sexistes et sexuelles sont acceptables. On tienne par exemple des décomptes du nombre de femmes qui sont tuées par leur conjoint. Voilà, le mouvement MeToo, qu'on dénonce les violences sexuelles dont on a été victime, et encore récemment le MeToo inceste ou le MeToo gay. Enfin, il y a vraiment une évolution, je pense, à la fois qui est fait mal, mais qui est positif de se dire que c'est pas acceptable, en fait. Et moi, je pense pendant très longtemps, ce que je vivais, je pensais que c'était normal, en fait. Et j'ai compris en militant avec des féministes et en les accompagnant sur leur campagne à l'époque où j'étais chez Change, que en fait, j'étais aussi concernée, moi. Et je pense sincèrement que moi, il y a 2 trucs qui m'ont sauvée, c'est l'activisme et la psy, Ouais. où en fait, c'était assez fort de... Enfin, je pense que j'ai pris confiance en moi en militant avec des féministes. J'ai pris confiance dans ma valeur en général et dans ma valeur en tant que femme en particulier. Pardon. Et donc, cette évolution sur la plateforme, dans nos rues, ce qu'on a vu, moi, je l'ai vécu aussi personnellement. Et j'étais quand même assez vieille déjà, puisque j'avais la trentaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées sur les questions de genre en militant chez Change, et donc qui forcément t'arrives à un moment donné en miroir et tu te dis ah ouais en fait ça et ça et ça. Et c'est à la fois un peu libérateur et en même temps c'est dur parfois. Ouais, j'imagine. Mais en même temps je trouve que c'est salvateur, et c'est marrant parce que j'en parle beaucoup avec ma mère et ça nous permet aussi d'avoir d'autres types de conversations et avec d'autres femmes dans ma famille, parce qu'il y a quasiment que des femmes dans ma famille. Et donc c'est hyper, pour moi ça a été vraiment un outil d'émancipation, le militantisme, en tout cas l'activisme avec les féministes. Et j'ai appris beaucoup à la fois des féministes historiques et des nouvelles militantes féministes comme, je sais pas, Laura Jovigno qui a lancé une campagne sur les hôtesses d'accueil et toutes les violences sexistes et sexuelles dont elles sont victimes. Et bah, du coup, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est vrai, moi aussi, quand j'étais hôtesse, quand j'étais étudiante, j'ai aussi vécu ce genre de trucs. Donc, ça a créé des conversations et moi, ça m'a fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses. En plus, j'imagine que c'est pas forcément évident comme toi, dans le sens où tu prends la défense, tu accompagnes des gens ou Mm. des causes qui te tiennent à cœur ou qui tiennent à cœur ces Mm. personnes-là. Et en fait, de dire, ah ben en fait, moi aussi, je vais Ouais. en parler, et moi aussi. Et c'est vrai qu'au début de l'interview, tu l'as évoqué de manière super pudique en disant, dans ma Mm. sphère aussi perso, Mm. j'avais ça. Et déjà, merci d'en parler ouvertement, parce que je trouve ça hyper Mm. courageux, mais je pense que tu as raison. Dès qu'on commence à être activiste ou féministe, ou enfin, c'est pas activiste ou féministe, mais en tout cas, quand on a des causes qui nous tiennent à cœur, regarder ce qui se passe de son côté, dans l'intime Mm. ou dans sa sphère perso, il peut y avoir souvent des contradictions, ou en tout cas, Mm. il faut non Mm. seulement régler le problème, mais après, oser en parler. Je trouve ça tellement courageux. Bravo, quoi. Enfin, moi, je dis bravo. Bah, après, en fait, c'est marrant parce que c'est pas. Je pense que c'est aussi ça que ça m'a appris en militant avec des féministes, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut à la fois encourager celles qui parlent et pas non plus faire penser à celles qui décident de pas parler qu'elles sont moins méritantes Bien ou j'en sûr, sais bien rien. sûr, bien Je sûr. pense que, par contre, je pense qu'il y a quelque chose, c'est que, enfin, j'aimerais que ça soit une normalité de parler de ça. Je pense qu'on a besoin pas de normaliser ces violences, mais de normaliser le fait d'en parler. Moi, à terme, je me dis, j'espère que en fait, ça sera plus considéré comme quelque chose de courageux de le faire, et parce que je pense que c'est vraiment le tabou qui nous enferme, et c'est le Ouais. tabou qui nous empêche de lutter contre ça. Après, je pense que pour revenir sur ton point, c'est difficile de se regarder soi aussi parce que
y a un peu le truc où tu vas dans la rue et tu dis oui, à bas le patriarcat ou je ne sais quoi. Et puis en fait, tu as un peu honte quoi, de dire au moment où tu le réalises, tu vois, de dire ah bah en fait, je faisais la maline, mais je le faisais pas pour moi-même. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a aussi il y a aussi ce tabou dans des milieux militants où il peut y avoir des gens, que ça, sur tous les sujets, hein, qui chez eux, en fait, ou dans leur sphère intime, ont des combats à mener et qui n'ont pas forcément envie de le mettre sur la place publique parce que ça peut être vu comme, bah, en fait, tu fais pas les choses assez bien, etc. Donc moi, je pense que pendant longtemps, je voulais pas trop en parler. Parce que j'avais pas réalisé ce que je vivais. Et une fois que j'ai réalisé ce que je vivais, au départ, je voulais pas en parler parce que j'avais un peu honte. Je me disais, bah, en fait, tu peux pas te revendiquer féministe et laisser ça arriver chez toi. Et j'ai compris bien plus tard que, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et que tous ces mécanismes, ils sont hyper aliénants et que tu peux réaliser certaines choses sans forcément avoir le courage d'agir sur elles. Et puis aussi, ça implique des changements de vie, ça peut impliquer des choses qui peuvent être douloureuses, donc c'est pas facile à faire, en fait. Non, c'est clair. Mmh. Je Mmh. partage le même avis que toi, c'est compliqué. Donc, tu as quitté change.org cette année, c'est ça? Enfin, Ouais, l'année ouais, dernière, en 2021. ouais, fin Et du coup, 2021, ouais. Mmh. d'accord. Et du coup, quels sont tes projets? Enfin, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Bah, déjà, en fait, je continue, on va dire dans la lignée de ce que je faisais chez Change.org, à faire, à la fois de l'accompagnement, de la formation. Je fais pas de coaching. Je fais de l'accompagnement, de la formation, à la fois d'activistes, de collectifs, d'organisations, sur tout ce qui est sujet de mobilisation citoyenne. Donc, comment est-ce qu'on amène les gens à se mobiliser, à travailler ensemble, à s'organiser. Je fais aussi beaucoup d'accompagnement sur les sujets de plaidoyer. J'ai donné des cours à certains endroits de plaidoyer et de lobbying for good, on va dire. Ouais. Et puis, je fais aussi pas mal d'accompagnement sur les sujets de narratif. Donc, en fait, comment est-ce qu'on arrive à, quand on est activiste, ancrer son action dans notre histoire. Déjà, ça nous permet de nous connaître, et ça, c'est important. Ça nous permet de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est toujours sain de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et puis, le fait de savoir raconter ça, ça nous permet aussi d'aller chercher des gens autour de nous. Et ça, je pense que c'est vraiment le point central de la manière dont on peut mobiliser aujourd'hui. Et les idéologies ne sont pas suffisantes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de vision du monde, mais en tout cas, elles ne sont pas suffisantes pour mobiliser. Il faut qu'on arrive à se reconnecter avec quelque chose de très intime. Et l'intime, il est politique. Et donc, j'apprends, entre guillemets, aux gens à partager une part de leur intime, une part de leur valeur pour pouvoir mobiliser plus largement autour d'eux. Donc ça, c'est ce que je fais, mes activités, on va dire, d'accompagnement. Et puis, je vais lancer, donc je peux le dire parce que ton podcast sera diffusé après l'annonce. Ouais. Mais je vais lancer un podcast également qui va s'appeler Le cœur et le point. Et en gros, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer un peu le regard que portent nos proches sur nous, les activistes. En fait, nous, on est toujours en train de s'énerver, on voit un truc dans l'actu, ouais, c'est pas possible, ok, on fait une réunion, on organise ça, on fait telle campagne, on fait telle pétition, on va faire telle marche, etc. Et donc, on a cette espèce d'effervescence et, comme on en discutait tout à l'heure, de sentiment d'urgence constante et la nécessité de faire des choses. Et en fait, il y a des gens qui vivent juste à côté de nous, nos proches, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos tantes, peu importe, qui ne sont pas forcément engagés comme nous. Et en fait, ça m'intéresse de comprendre le regard qu'ils ont sur nous. Ça m'intéresse à 2 titres. D'abord parce que je pense que quand on a envie de mobiliser les gens, il faut comprendre les gens qui n'ont pas envie de se mobiliser et comprendre en fait comment est-ce qu'on peut travailler avec ces personnes-là. Et puis la deuxième, et ça revient un peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en fait j'ai envie de comprendre comment nous, activistes, on peut aussi apprendre un peu des gens qui ont appris à préserver aussi une forme de leur santé mentale, Ouais. une partie de leur santé mentale, qui sont capables d'avoir j'ai envie de dire, une indifférence qui parfois peut être saine. Et plus largement, j'ai juste envie de comprendre comment ils nous voient. Et je pense que ça peut être très intéressant à la fois pour des activistes, mais aussi pour des non-activistes. Voilà, j'ai envie de créer ce pont et peut-être aussi de redéfinir la notion d'activisme. Mais ça Parce peut que être hyper c'est... intéressant. Ça peut être, enfin, moi, en tout cas, je connaissais pas bien la notion d'activisme jusqu'à ce que je te rencontre. Et Mmh. déjà, je comprends mieux le concept depuis que tu en parles. Et je pense que, Mmh. comme tu dis, ça peut être passionnant d'interroger les personnes qui côtoient au quotidien
entre guillemets, activistes, tu vois, ça peut être super intéressant de voir ce qu'elles en pensent, comment elles le vivent, comment elles vous tempèrent, ou tu vois, je sais pas, ça peut être top. Exactement. Bah Ouais. écoute, c'est lancé, donc ça s'appelle Le Cœur et le Point. Ouais. Donc, si tu veux t'inscrire sur la newsletter, tu peux aller sur le site Et ben lecoeuretlepoint.fr. bravo en tout cas, mais j'adore le nom, Le Cœur et le Point, je trouve ça, c'est top. Super. Et est-ce que tu peux nous parler de la Obama Foundation? Enfin, qu'est-ce que c'est? J'ai vu que tu étais, je le disais dans l'intro aussi, oui, tu es parmi 35 leaders européens de la Fondation Obama. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça concrètement, en fait? Alors, la Fondation Obama, en fait, elle a été créée pour accompagner alors moi, je dis activiste, eux, ils disent leader. Ouais, c'est pas Chacun, mal chacun aussi. son mot. Ouais. En tout cas, des gens qui agissent. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tous des activistes, il y a des gens qui sont plus dans la sphère entrepreneuriale, où il peut y avoir des gens qui sont dans une sphère plus institutionnelle. Donc, ce n'est pas tous que on va dire des activistes avec l'image classique qu'on a. Mais en gros, l'idée, c'est d'accompagner des leaders et leaders qui ont, à un moment donné, soit organisé, soit souhaitent continuer à organiser des gens pour faire changer les choses vers un monde plus progressiste, plus démocratique. Voilà. Donc, l'idée de la fondation, c'est de se dire un peu dans la même manière que ce que je te disais tout à l'heure, si on veut changer les choses, il faut qu'on soit plus nombreux, il faut qu'on soit plus connectés, il faut qu'on soit plus équipés. Et donc, en fait, c'est un programme qui m'a permis déjà de rencontrer 35 autres personnes absolument incroyables qui sont un peu partout en Europe, entre la Slovénie, la Hongrie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., qui sont d'ailleurs des activistes climat, qui sont des entrepreneurs sociaux qui travaillent sur les questions de démocratie, qui sont des gens qui travaillent sur l'accueil des personnes réfugiées en Grèce. Enfin voilà, il y a vraiment plein de profils différents. Et en fait, pendant ce programme, on a été formés, on a eu des discussions sur les gros sujets, en fait, les gros enjeux européens, que sont la question du climat, bien sûr, la question des migrations, la question de la désinformation, etc. Et donc, en fait, c'était un espace vraiment d'apprentissage, d'échange. Et c'est aussi le fait qu'on ait appris à se connaître et à se faire confiance. Et ça, j'y crois beaucoup. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir dire qui on est, raconter son histoire, c'est aussi pouvoir se connecter aux autres. Et nous, on a beaucoup fait ce travail d'apprendre à se connaître pour être connectés et pour pouvoir agir ensemble. Et en fait, l'intérêt de ce genre de programme, donc ce programme, il existe dans plein de régions, pas uniquement en Europe. En fait, il y a un programme par continent. Et en fait, l'idée, c'est que on reste tous connectés et quand on travaille sur des choses et qu'on a besoin de l'aide des uns ou des autres, on peut se contacter, on peut se connaître. Donc voilà, c'est l'idée d'à la fois créer un réseau d'action, se former et discuter de sujets importants et éventuellement mener des projets ensemble. Et là, c'était un programme qui a duré 6 mois. Donc là, je ne suis plus active dans ce programme au sens où on n'a plus de formation toutes les semaines comme on avait pendant les 6 mois. Mais par contre, notre réseau, il est bien tissé, bien efficace. Et régulièrement, en fait, on mène des actions ensemble, on discute de certains sujets. Et par exemple, j'ai travaillé avec certaines activistes slovènes qui m'ont demandé de venir, par exemple, faire de la formation pour des militants avec elles. Donc voilà, on s'échange entre guillemets et on s'accompagne sur nos projets respectifs, soit au niveau national, soit au niveau européen. Du coup, enfin moi, la question la plus importante pour moi, c'est t'as pas rencontré Michelle Obama alors? Non, j'ai pas rencontré Michelle Obama. J'ai rencontré Barack Obama par Zoom. C'était assez Ouais, frustrant. Parce qu'en ouais. fait, le programme, normalement, il aurait dû avoir lieu en physique, mais comme il y avait le Covid, on a tout fait en Zoom. Oh la loose. Et du coup, j'ai dit Good evening, Mr. President, mais sur Zoom, quoi. Donc, c'était moins marrant. Ouais. Et attends, et encore la question à 1 million, est-ce qu'il a l'air sympa? Il est très sympa, il est très très sympa et même quand on lui pose des questions pas forcément faciles parce que forcément tout leader politique a toujours ses failles et Obama ne fait pas exception à la règle. Même quand on lui pose des questions un peu voilà, un peu directes, il y répond avec sincérité et franchement j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Mais au-delà de ça, il a trop le swag, quoi. Ça, c'est Ouais. clair que c'est clair qu'il a son image politique qui a bien été travailler et malheureusement, je ne sais pas si ça peut être égalé par d'autres leaders politiques, surtout pas en France. J'avais très peur Ouais. qu'il y en ait qui refassent le plan des lunettes. Je ne sais pas si tu as vu, il a posté une photo pour le Nouvel An Si, avec j'ai Michel. vu, ouais. J'avais très peur qu'il y ait des responsables politiques français qui essayent de reproduire cette image. Mais je sais pas si tu as vu, moi je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus. J'ai vu un mème, non, un gif, je sais plus, où c'était en gros, on lui pose la question lors d'une conférence de presse.
qu'est-ce que vous auriez fait si vous pouviez revenir au premier jour de votre mandat? Et il a répondu, il boit une gorgée d'eau, il répond, on aurait dû fermer Guantanamo à J+1, quoi. En gros, ça aussi, je trouve que c'est quand même une belle... Bon, après, c'est toujours facile de le dire un peu plus tard, mais il le dit de manière assez honnête, je trouve, et assez claire. En fait, ce qui était vachement bien dans ce programme, c'est qu'on a eu accès à lui et à d'autres membres de l'administration Obama, où on a pu vraiment poser nos questions sans filtre. Et ça, c'était intéressant parce que, en fait, je pense que c'est important d'avoir une vision politique. Je pense qu'en effet, il y a des erreurs qui ont été faites et tout. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'était de comprendre la complexité dans laquelle ces décisions ont été prises. Et je trouve que se préparer à la complexité et renforcer ses valeurs et s'assurer qu'on est, entre guillemets, droit dans ses bottes, c'est 2 éléments indispensables parce qu'en fait, moi, je fais partie des gens qui accompagnent les gens à faire du plaidoyer et il y a un principe, c'est qu'on part du monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et donc, en fait, quand on veut faire avancer des choses, il faut être conscient de l'environnement dans lequel on évolue et de comment on peut placer... entre guillemets, on peut placer ses billes à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les décisions qui ont été prises sous cette administration étaient forcément liées à des obligations extérieures ou qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Je pense qu'ils en ont fait, certainement. Mais par contre, je pense que c'est vraiment quelque chose, et pour moi aussi, ça doit nous apprendre beaucoup de choses sur l'idée de l'homme ou la femme providentielle, j'allais dire présidentielle, l'homme ou la femme providentielle qui viendrait et qui réglerait tout. Je pense qu'en fait, il faut être conscient de la difficulté de l'exercice du pouvoir. Ça veut dire être exigeant envers nos responsables politiques, mais aussi être conscient de quoi on peut les tenir responsables et dans quelle mesure on doit les pousser dans une direction ou dans une autre en fonction des positionnements qu'ils prennent. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais dans tous les cas, moi, ça me semble intéressant de... Je ne devrais pas dire ça, tiens, ça c'est un truc typique de meuf. Je ne sais pas si c'est clair, enfin, je ne sais pas, à la fin de chaque phrase. Je crois que c'est assez féminin. Oui, c'est assez féminin. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant d'avoir ces discussions-là et je pense qu'il faut continuer à avoir ce genre de discussion avec nos leaders politiques, d'être cash, mais qu'eux aussi ils soient dans une forme d'honnêteté et qu'ils expliquent vraiment les tenants et les aboutissants de leurs décisions. Je pense que ça ferait beaucoup, beaucoup de bien à la démocratie. On va passer aux petites questions de la fin. Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, qui fait des portraits de femmes et qui pose souvent cette question, qui a même donné un livre. C'est je ne serais pas arrivée là si. Et donc, je te vais te demander, Sarah, de compléter cette phrase, toi aussi. Je ne serais pas arrivée là si. Je ne serais pas arrivée où je suis aujourd'hui, en tout cas dans la vie que j'ai aujourd'hui, si je n'avais pas suivi toujours mon instinct et surtout été authentique dans mes choix. Et donc, l'authenticité, c'est respecter mes valeurs et les faire toujours passer avant. D'accord. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui m'anime ? La justice. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer ? Le refus du statu quo, je dirais. La violence et la haine gratuite. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille ? Eva Sadoun. D'accord. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Sarah ? Je suis une émotive. D'accord, Sarah. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange et je te souhaite plein de succès pour la suite, pour ton podcast et pour la suite de tes projets. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!